mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50. C'est parti avec ces programmes vespéral qui vous permet de comprendre l'actualité avec le décryptage de nos invités qui commentent l'actualité. Et en notre pays, la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Ngouabidje, s'est rendu aujourd'hui à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, après avoir présidé le Conseil de sécurité qui dirige la province du Sud-Kivu. On va en parler avec le professeur Abbé Baala dans ce programme et d'autres questions et entrer à l'invitation des forces ougandaises sur le sol congolais pour combattre les ADF. Eh bien, on en parlera sur Télé 50 dans quelques instants. Embouteillage à Kinshasa, on en parle. Quelles sont les causes réelles des bouchons à répétition sur les artères de la capitale? On en est marre avec tous ces conducteurs. Les embouteillages sont faits par eux. Kobanda banto personnel. Bazo lancer la fort, balanda mulongo te, bato liboso ngwana bato personnel. Bisonga na télé kitoko. Est-ce que tu m'as dit? Talanga ndenge na gari motukawa. Na télé bien na télé ma bien. Bato bazogre ya embouteillage zaka ba policier de bazogre ya embouteillage ko bakanga mituka. Quelles sont les causes réelles des bouchons à répétition sur les artères de la capitale? Les chauffeurs, la police des circulations routières ou l'insuffisance des infrastructures routières? Lumumba bypass, route de Matadi, avenue de la Libération et de l'Université, poids lourd et Kassavubu, qui va donc délivrer la mégapole de ce phénomène? Le problème est-il comportemental ou infrastructurel? Kinshasa, faut-il un train aérien ou instituer la chicotte pour mettre fin à ces embouteillages? Par ailleurs, on se demande quelles sont les causes profondes et directes de ces embouteillages et comment en finir? Focus revient ce dimanche avec JNK à partir de 14h sur Télé 50. Appel à la participation. Composez les plus de 143 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous qui nous concerne. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50 dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu dans le sud Kivu. Retrouvez toute l'actualité sportive, politique, sécuritaire, économique, infrastructure dans les journaux de Télé 50. Salut, je suis Pacheco Kavundama, journaliste et correspondant Télé 50 basé à Goma. Je couvre généralement les informations de la partie sud de la province du Nord Kivu. Ici, je parle des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, ainsi que celui de Walikale. Je suis Martial Benelo, correspondant de Télé 50. Nous couvrons pour vous l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes basés à Butembo. Depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Laetitia Massimango, correspondante Télé 50. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. L'actualité reste dominée par la présence de forces ougandaises. Les forces mutualisées RD congolaises et ougandaises pour bouter dehors les ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi la problématique de cette motion contre le gouverneur Théo Ngouabidje, le gouverneur du Sud-Kivu. Nous en parlons avec le professeur Abbé Baala. Abbé Baala, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Vous êtes expert en la matière de paix, en ce qui concerne l'Est. Vous êtes originaire du Sud-Kivu, vous avez vécu, vous êtes un acteur de la société civile. Aujourd'hui, il y a cet acte posé par les autorités congolaises, invitant
les forces ougandaises sur le sol congolais. Il y a eu controverse autour de cette affaire, mais du moins aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a plusieurs personnes qui ont été récupérées entre les mains des ADF après l'attaque. Quelle est votre réaction? Eh bien, comme tout le monde le sait, aucun Congolais ne peut refuser au gouvernement, à son gouvernement, de chercher des solutions à ce problème qui n'a que trop duré. Le problème de l'insécurité à l'Est, les tueries à Beni, en Ituri, etc. Et nous savons gré à notre gouvernement d'avoir cherché des solutions, notamment l'état de siège, etc. La mutualisation des forces et des renseignements avec les pays voisins. Tout cela dans le cadre de la CPGL, dans le cadre des accords d'Addis Abeba, comme vous le savez. Et tout ça, c'est très beau. Mais vous comprenez que l'émotion des gens lorsqu'on a appris que après la petite séquence d'incursion, paraît-il, des ADF, on leur attribué l'attaque à Kampala. Tout de suite après, Kampala a exigé d'intervenir au Congo. Pour nous, analystes de la situation géostratégique dans les Grands Lacs, cet acte-là est porteur de beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. C'est-à-dire? D'abord, le momentum. La République démocratique du Congo et les forces armées de la République démocratique du Congo étaient déjà pour parler avec l'Ouganda, avec le Kenya, parce que le président de la République lui-même l'avait annoncé. Il avait annoncé que le Kenya pouvait envoyer des forces. Il ne faut pas oublier que nous avions la force coalisée sous l'égide de la MONUSCO, qui comprenait la Namibie, l'Afrique du Sud. Vous vous rappelez, lors de l'incursion du M23, avec les Mamadou Ndala et les général Baouma, qui ont tapé sur le M23. Ouais. La première fois, ils ont perdu. Pour la première fois, des forces coalisées soutenues par le Rwanda ont été battues par nos FARDC. Vous comprenez que pour le Rwanda, c'était un camouflet. Alors, pour l'Ouganda, vous savez, vous et moi, que l'Ouganda et le Rwanda sont dans une guerre larvée depuis plusieurs... Même le président de la République est allé réconcilier les deux présidents. Que la République démocratique du Congo accepte que les forces ougandaises entrent en République démocratique du Congo, pour le Rwanda, cela signifie quoi? Cela signifie une entorse. Cela signifie que vous allez sur leur plate-bande. Je le disais ici, sur votre plateau la fois dernière. Nous allons donc au-devant, si on ne fait pas attention, nous allons au-devant d'une confrontation entre les deux armées qui n'ont pas osé se battre entre elles, parce que le Rwanda accuse l'Ouganda d'entretenir des forces négatives qui sont contre le Rwanda, et vice-versa. Nous, ici, nous avons des rebelles ougandais, entre guillemets, ougandais, ADF, comme on les appelle, dont nous n'avons jamais localisé exactement leur camp, parce qu'on a dit que c'était une guerre asymétrique. Et donc, si aujourd'hui, nous commençons à bombarder des lieux, donc nous sommes en train d'enfoncer ces rebelles à l'intérieur de notre territoire. L'Ouganda s'en tire à bon port, parce que l'Ouganda éloigne le danger de ses frontières. Et nous avons vu le Rwanda agir de la même manière. Les Interahamwe et les autres forces négatives rwandaises et burundaises se sont enfoncées dans nos territoires, empêchant nos paysans de cultiver. C'est ça qui a été à la base de la création de plusieurs groupes armés, soi-disant d'autodéfense ou de défense populaire, dont nous essayons de nous débarrasser. Pour le moment, nous voulons les désarmer, les démobiliser, leur donner une réinsertion dans leur société et relever la communauté. Donc ce phénomène, nous allons le revivre. Coaliser, c'est-à-dire mutualiser les forces pour lutter contre des forces terroristes, c'est très bien comme idéal. Mais il faut choisir son partenaire. Est-ce que le partenaire qui est en face de vous a les mêmes intentions que vous? Est-ce qu'il est sincère avec vous? Le passé ne nous donne pas une carte ouverte. Et je préfère être franc.
pour quelqu'un qui a vécu les atrocités de Kisangani, pour quelqu'un qui a vécu, où les deux armées du Rwanda et de l'Ouganda se sont affrontées sur notre territoire, causant plus de 20 000 morts. Celui qui a vécu les atrocités de Kasika, Katogota, Makobola, et Mwenga, etc., apprendre qu'une armée qui a commis ces exactions revient sur son territoire, vous saisissez que psychologiquement, oui, pour les politiques, ça ne fait rien. Mais pour les populations locales, dont je suis un membre, je me dis, mais bon, les gens qui ont vu mourir Monseigneur Muzirwa, qui ont vu Mutebussi violer les femmes à Bukavu, etc., apprendre que l'armée de Mutebussi revient à Bukavu, vous voyez ce que ça peut signifier pour les gens qui sont là-bas. Pour moi, je considère qu'on devait renforcer nos forces armées. On peut mutualiser les renseignements militaires, mais une intervention sur notre terrain est porteuse de beaucoup de questions. Alors, la question qui s'est posée il y a deux jours, j'ai reçu un jeune homme originaire du Nord Kivu qui s'est posé la question avec quelle rapidité l'armée ougandaise a su démanteler là où se trouvaient les ADF pour les bombarder directement après avoir effectué l'entrée une journée après. Ben, ce sont les mystères dans lesquels je ne suis pas un spécialiste de l'armée, mais je fais quand même quelques recherches en matière de sécurité, etc. Je sais que ces choses-là ne sont pas automatiques, que ces choses se préparent, qu'il y a eu toute une préparation. Et je ne veux pas contredire les porte-paroles de notre armée. J'ai vu qu'ils étaient optimistes. Je préfère garder cet optimisme parce que c'est les résultats qui comptent. Moi, pour ma part, j'aurais bien voulu que ce qui est en train de se passer se traduise par un retour de la paix, de la tranquillité de nos populations. Mais je vois circuler des petites vidéos, je n'y crois pas souvent parce que parfois ce sont des montages, mais je vois circuler des petites vidéos où je vois qu'il semble que les ADF se vengent sur les populations locales. Donc ces gens-là qu'on est en train de repousser, ils vont aller où? Nous disions que c'était une guerre asymétrique parce qu'on ne savait pas les localiser. Dans cette guerre, il n'y a pas de front, comme vous vous rappelez. Nous n'avions pas un seul front. C'est comme ce qui se passe avec les Codeco et toutes les autres milices qui sévissent dans l'Ituri, à l'Irou. Ils ont attaqué Mongwalu ici aujourd'hui. Ils avertissent même qu'ils vont venir. Notre armée arrive après, mais le mal est déjà fait. Ils arrivent, ils attaquent notre village. Vous n'avez pas un ennemi sur lequel vous tirez, ou vous lui envoyez un contingent. Vous savez que vous lui envoyez 5 bataillons qui vont se battre pendant combien de jours? Vous ne le savez pas, puisque vous dites que c'est une guerre asymétrique. Dans une guerre asymétrique, si vous parvenez à bombarder le camp de votre ennemi, ce n'est plus une guerre asymétrique. C'est une guerre classique, où vous savez localiser, géolocaliser votre ennemi. Et cette rapidité me semble être de la propagande. Je n'aimerais pas qu'on fasse de la propagande dans des choses qui concernent la sécurité et dans des choses qui concernent des vies humaines. Il ne faut pas faire de la propagande. Il faut rester dans la ligne de ce que notre armée avait décidé, notre commandant suprême avait décidé. Je vais mettre fin au phénomène ADF. Pour y mettre fin, c'est d'accord, il faut faire quelque chose. Il faut renforcer notre armée. Il faut mettre des drones. On doit surveiller les territoires. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut renforcer. Oui, j'ai entendu que le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée, un jeune homme que j'admire beaucoup, Bertin Moubonzi, pour ne pas le citer, est allé devant le Parlement pour aller réclamer qu'on augmente le budget de la défense. Oui, il faut augmenter ce budget. Il faut donner. L'autre jour, sur votre plateau ici, Crispin, vous vous rappelez que j'ai dit, vous voulez faire la guerre? Il faut de l'argent. Il faut encore de l'argent. J'ai dit qu'il y avait 3 choses. 1, de l'argent. 2, de l'argent. 3, de l'argent. On ne fait pas la guerre comme ça, en mettant 30% pour les choses. Je ne veux pas critiquer notre gouvernement. Il est dans la situation... En mettant 3%. Mais, hein? On a parlé des 3%. 3%. 3% même. Oui, moi j'ai parlé des 30. Oui. Oh là là, mon Dieu, j'aimerais que ça arrive à ce niveau. Mais bon, 3% même. Vous savez, nos soldats, ils se battent, ils sont courageux. J'ai des jeunes gens de ma famille, des neveux, des cousins qui sont dans l'armée, qui sont dans les renseignements, qui sont officiers dans cette armée, qui m'envoient des messages. Oncle, vous savez, ici au front, nous ne savons pas quoi faire.
Nous manquons de la logistique nécessaire. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre armée? Nous voulons renforcer notre armée. D'ailleurs, je les encourage. J'encourage l'armée à aller de l'avant, à se battre pour que ce pays reste un. Mais j'encourage aussi ceux qui décident à décider à bon port en ayant planifié au départ, à l'arrivée, comment, par exemple, cette action peut être reçue par la population. Ça, cette communication-là a manqué. Il fallait préparer les gens à accepter que leurs anciens bourreaux arrivent sur le terrain. Cette communication n'existe pas. Nous, acteurs de la société civile, nous attendions qu'on nous utilise, par exemple, pour expliquer cette affaire là-bas, pour dire, écoutez, c'est nécessaire. Mais personne, nous constatons qu'on nous renvoie les mêmes personnes qui ont tué les gens à Kisangani. Alors les gens disent, mais nous sommes en procès avec ces gens-là. Ils doivent nous payer 10 milliards. Mais comment ils reviennent ici, ils deviennent nos sauveurs? On peut être ensemble avec eux pour construire une route. D'ailleurs, c'est ce que dit... ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Qu'ils construisent une route avec nous, d'accord. Mais qu'on les retrouve avec des armes à la main, on dit, eh bien, notre armée aussi s'est tirée quand même. Voilà, j'ai dit ça comme ça, de façon prosaïque. Oui. Okay. Le résultat qui compte, c'est la paix dans l'Est. La paix dans l'Est du pays. Si ça peut venir par une mutualisation des forces, d'accord, mais bien choisir son partenaire et savoir s'il est sincère. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et le Sud Kivu, c'est la politique qui s'en mêle. Le gouverneur déchu par l'Assemblée provinciale. Déjà voilà. Nous sommes dans une situation sécuritaire délétère là-bas. Et voilà, c'est le moment que les politiciens choisissent pour se débarrasser de celui qui doit essayer d'organiser la sécurité, etc. Non, vous comprenez, nous sommes en train de vivre les conséquences de l'inconséquence de nos politiques et de nos législations. Je ne veux jeter la pierre à personne, ni à cette assemblée qui a pris ces décisions, je ne sais pas sur quelle base, ni au gouverneur s'il a des manques dans sa gouvernance, etc. Moi, je vais dire simplement que ça nous questionne, nous. Quelles sont nos priorités, par exemple? Est-ce qu'on a bien pensé la loi sur la décentralisation? Oui, sur la bonne gouvernance et sur la gouvernance autonome des provinces. Est-ce qu'on y a bien pensé? Est-ce qu'on a bien pensé la loi sur le choix des gouverneurs, c'est-à-dire cette élection au second degré, qui fait que le gouverneur, le chef de l'exécutif, est toujours à la merci d'une assemblée... Des députés provinciaux. Des députés provinciaux non payés par l'État, qui sont toujours en difficulté financière et qui trouvent tous les moyens possibles. Donc toutes nos provinces vivent une instabilité notoire à cause du fait que l'État congolais est incapable de payer ses élus locaux. Et on veut faire des élections locales et communales, etc. Comment on va payer tous ces... On ne parvient pas à payer déjà tous ces députés provinciaux. Ils viennent ici à Kinshasa faire le sit-in devant le gouvernement, devant le Sénat, pour réclamer leur salaire. Ceux qui sont les plus malins s'organisent pour faire une motion à chaque session contre le gouverneur pour avoir quelques dividendes. Des motions alimentaires. Des motions alimentaires, non. Je ne dis pas que c'est ça le cas. Dans le cas du Sud Kivu, l'affaire est beaucoup plus complexe. Dans le cas du Sud Kivu, elle est complexe sur le plan politique. Elle est complexe d'abord sur le plan politique. D'abord par le fait que, au départ, le changement que nous avons connu dans le pays, le changement de majorité, le changement politique de majorité parlementaire, a eu des conséquences sur les provinces. Vous savez que le FCC avait gagné pratiquement toutes les provinces. Ça fait que beaucoup de gouverneurs ont dû changer aussi de camp. Ils sont passés du FCC à l'Union sacrée. Il s'avère qu'au Sud Kivu, le gouverneur qui était du camp de Bahati Lukwebo, qui était du FCC, qui est passé à l'Union sacrée, le gouverneur est parti avec son mentor, n'est-ce pas? Il est allé à l'USN. Tous les autres grandes notabilités de la province, la plupart sont restés au FCC. Ça fait que pour eux, un exutoire pour récupérer le pouvoir, je ne leur jette pas la pierre, c'est normal, ça ne peut être que la province. Il y a donc cette petite guerre-là, FCC... Et alors, majoritairement, l'Assemblée provinciale est gérée par quel parti politique? Ils étaient majoritaires, c'était le PPRD qui était majoritaire à ce moment-là, c'était le FCC, donc avec l'ajout de l'AFDC qui était aussi dans le... Et donc, d'une manière ou d'une autre, les grands partis de l'Union sacrée n'avaient pas de majorité là-bas.
C'est-à-dire, l'UDPS n'avait pas de député provincial parce qu'il n'avait pas gagné au niveau des élections. Alors, le gouverneur est invité à Kinshasa. Oui. L'Assemblée provinciale boude l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui va advenir? C'est les désordres. C'est tout le problème dont je vous parle, de la manière dont la loi gère les choses. Avec la révision constitutionnelle, il y a eu comme une sorte de tutelle du ministère de l'Intérieur sur les provinces. Beaucoup n'ont pas accepté cela. Par exemple, le président de l'Assemblée provinciale Sud-Kivu ne se croit pas obligé de répondre à une invitation du ministre de l'Intérieur, par exemple. Et beaucoup de ses partisans le disent, hein, qu'il n'est pas concerné. Bon, le gouverneur obéit à son ministre de tutelle et arrive. Mais pendant ce temps, le ministre envoie un message appelant tout le monde, sans doute il voulait un peu comprendre ce qui s'est passé ou bien faire un arbitrage. Bon, les gens sont allés, ils ont fait un coup de force, fait accompli. Ce fait accompli là-bas obéit à quel mécanisme? Au mécanisme dont je vous parlais. La province du Sud-Kivu est atypique. C'est une province où la valse des gouverneurs est comme une sorte de sport provincial, de sport national. Hein? C'est la province qui a connu une instabilité institutionnelle au niveau du gouvernement comme pas possible pendant toutes les législatures passées. Vous saisissez. À la différence du Nord Kivu, par exemple, qui n'a connu qu'un seul gouverneur pendant tous les temps du règne du président. Tout ça parce qu'il y a plusieurs mentors. Plusieurs mentors. Il y a Vital Kamerhe, il y a Baatulu Kwebo, il y a Némi Mouilania. Je ne veux pas citer mes notables. Le notable, c'est notabilité. Je les respecte beaucoup. Joue un rôle dans ça. Mais c'est eux qui avaient joué leur rôle. Par exemple, dans les tickets qui a fait arriver les tickets Ngwabidje et Malago au gouvernorat, ces notables du Sud s'étaient rencontrés. Il y a une photo qui circule. Moi, je leur ai écrit d'ailleurs dernièrement, librement. Je leur ai demandé de se rencontrer de nouveau pour réfléchir sur l'avenir de la province au lieu de laisser ce désordre institutionnel s'installer. Parce qu'ils s'étaient entendus. Voilà le ticket que nous donnons. Voilà, monsieur nous vous donnons le gouvernorat de province, voilà comment nous partageons, parce que c'était un gâteau à partager. Aujourd'hui, avec la crise économique, avec la récession due au Covid-19, avec tout ce qu'on connaît au niveau sécuritaire et au niveau des finances nationales et au niveau des finances locales, quel gâteau on partage? Lorsque quelqu'un dit « je voudrais occuper le gouvernorat du Sud-Kivu », est-ce que les agents vont être payés automatiquement? Est-ce que l'argent va tomber dans les caisses de la province automatiquement? Ça signifie donc qu'il y a un problème de mentalité là-bas. Et c'est cette mentalité que moi je fustige. Au-delà de ce qui s'est passé, moi j'ai dit, mais pourquoi ce jeu de haute toi de là que je m'y mette? Pourquoi on ne peut pas se coaliser ensemble pour dire, celui-ci, il a des lacunes. Aidons-le à pouvoir corriger ces lacunes. Et les institutions provinciales sont faites pour ça. Parce que l'autorité budgétaire de la province, c'est l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale. Mais voilà, il y a des problèmes politiques qui sont là-bas. Il y a des problèmes, j'allais dire, de coins, entre guillemets. Il y a le coin sud-sud, avec une chose qui se coalise, qui dit nous voulons avoir notre propre petite provincette qu'on appelle Elila, parce que nous ne sommes pas, on ne tient pas compte de nous dans la répartition des richesses et du développement de la province. Et ils le disent à haute voix, nous voulons notre province d'Elila, nous voulons nous détacher de la partie nord de la province, c'est-à-dire les Bashi, Bahavu, etc., Calais et compagnie. Bon, les autres disent non, nous sommes majoritaires, c'est nous qui devons avoir le gouvernorat. Les autres disent non, votre majorité là, elle est factice. Alors, c'est une question transversale. Transversale. Mais écoutez, il y a aussi des ambitions personnelles qui se... Pendant le temps où les politiciens s'entremangent, il y a des ambitions qui s'élèvent. Vous allez lire sur les réseaux sociaux un petit jeune homme que vous ne connaissiez pas. Il dit non, moi je suis candidat gouverneur. D'ailleurs, le gouverneur qui est là doit partir, etc. Alors bon, tout est bon, on met dans les paniers l'histoire des Chinois à Mwenga, on met dans les paniers, je ne sais pas. Chaque fois qu'il y a un problème dans la province, chaque fois qu'il y a un problème, l'incursion d'insécurité, qu'il y a eu des rebelles qui sont venus, chaque fois que ça vient, ça retombe toujours sur la tête de celui qui occupe le gouvernement, comme si là-bas. Deuxièmement, il y a le problème de chômage.
des petits jeunes gens qui sont au chômage partout, là-bas, comme les usines ne fonctionnent plus. On vient de réouvrir Kiliba, la sucrerie de Kiliba. C'est la seule manufacture qui valent la peine. Très bien, donc bref... Vous vous retrouvez avec des jeunes gens qui, à longueur de journée, sont sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les autorités. Bref, la solution, c'est de voir la province en paix. Moi, je voudrais qu'on voit d'abord la question de sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans les hauts plateaux de Fizi, d'Itombo et de Mwenga, avec l'affaire des Goumino, Twirwanéo, les groupes armés de Burundi, etc. Ça, cette question, elle est vitale pour moi. Pour quelqu'un qui s'est occupé pendant toutes ces années de lire les questions sécuritaires. Donc, ce n'est pas le moment de déstabiliser la province. Oui, deuxièmement, que les politiciens s'entendent, parce que pour nous, le problème n'est pas l'individu qui est là, mais c'est de savoir dans quel contexte il est en train de travailler. On peut faire partir Ngouabidje, moi, ça ne me ferait aucun problème. Il ne faut pas personnaliser même les débats. La personne qui va venir va subir exactement la même chose. Parce que les mêmes ambitions vont se réveiller, les mêmes problèmes vont surgir, et nous allons donc connaître une stagnation du développement de la province à cause du fait que les gens ne se sont pas entendus. Troisièmement, je voudrais qu'on puisse voir, il faut qu'au niveau national, que les autorités nationales se fassent quand même respecter un tout petit peu. Moi, je ne vois pas comment un vice-premier ministre de l'Intérieur peut envoyer un message à des gens qui sont censés être sous sa responsabilité. Ces gens disent, nous, ça ne nous concerne pas, on continue son petit jeu comme on veut. Alors, que signifie la nation si personne n'obéit à aucune loi? Merci Quand beaucoup. on aura terminé cette affaire, peut-être que l'autre va faire recours. Que devient la province pendant ce temps? Comment on organise l'intérim, etc. Toutes ces questions, personne n'y pense. Les gens se réjouissent. Je vois des gens qui, sur les réseaux sociaux, dansent, boivent le champagne. On l'a fait partir. Mais demain, est-ce que les enfants sont rentrés à l'école? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que la paix est revenue dans nos villages? Est-ce qu'il n'y a plus d'insécurité à Bukavu? Est-ce que l'eau et l'électricité sont rentrées? Merci beaucoup. Ce sont là les grandes questions qu'il faudra penser et laisser la province être dirigée avec beaucoup de parcimonie, mais aussi avec, dans l'unité, la cohésion de la province du Sud-Kivu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause.